longue date pour nous à la BUS. Je pense que je présenterai très brièvement la BUS dans quelques instants. Recording in progress. Thank you. C'est une rencontre internationale, donc en anglais et en français. C'est la raison pour laquelle Céline et Barbara ici présentes vont traduire. Donc très brièvement, la BUS, c'est un collectif qui existe depuis 2018 et qui observe le milieu de l'art en tant qu'il est un milieu de travail, un monde du travail. Donc on se définit comme travailleuses et travailleurs de l'art pour des raisons que vous connaissez certainement, qui sont une des premières raisons qu'on n'est jamais exclusivement artiste, puisque c'est économiquement pas possible et peut-être pas souhaitable. Donc de nombreux camarades et collègues soit job à côté, soit travail, notamment je pense aux installateurs et installatrices d'exposition, sur des activités qu'on appelle connexes. Et du coup, on s'est rendu compte depuis 2018 que des groupes alliés existent en Europe, et le désir aujourd'hui, c'est de discuter de manière européenne, à la fois pouvoir parler des situations d'abus et de harcèlement qui sont très présentes dans ce milieu et se coordonner à l'international pour voir comment on peut les visibiliser et les combattre, et aussi pour interroger nos différents statuts, nos différentes rémunérations et comment on peut émanciper le travail dans ce champ professionnel. Donc la première table ronde, qui va s'appeler Retour d'expérience à l'échelle européenne, c'est une volonté de comprendre comment ça fonctionne dans nos différents pays, comment c'est organisé, enfin, le syndicalisme, le travail et la visibilisation de ces fameux abus. Donc la table ronde sera modérée par Misha Ferry-Barbu, qui est sociologue et consultante en management des entreprises culturelles. Nous recevons Frauke Bogasch, qui nous parle sur Zoom depuis Berlin et qui est au BBK, qui est une association professionnelle des artistes visuels de Berlin. Hello, happy to be here. Can you hear us very well also? Yeah, it's perfect. Really. Nous recevons aussi Anne-Lynn Lemens, qui est ici présente de Engagement Arts, une organisation belge qui lutte contre le sexisme, les comportements transgressifs et les abus de pouvoir dans les arts. Donc on a le plaisir aussi de recevoir Ina Hagen, qui vient de Norvège et qui est, elle, bénévole dans une association d'art contemporain basée à Oslo. Ramaya Tejain, qui est ici présente, qui vient de Suisse et qui fait partie du groupe Garage, groupe d'action pour la rémunération des artistes à Genève. Donc je passe la parole à Misha, je vous souhaite une bonne table ronde et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, hello Europe. Je me présente très rapidement pour vous expliquer pourquoi la BUS a fait gentiment appel à mes services, ce dont je la remercie, ce dont je m'honore, tellement il y a peu de gens qui travaillent sur les questions du travail et des conditions de travail dans le secteur de l'art contemporain. J'ai travaillé, je continue de travailler pour le spectacle vivant, les musiques actuelles sur le plan européen, sur les risques psychosociaux que vous connaissez tous naturellement. J'ai fait une étude pour l'Europe sur ces questions-là et je continue de travailler pour l'art contemporain, pour lequel il y a, je pourrais pas dire une absence, mais un manque de maturité sur la perception du travail dans votre secteur qui s'explique sociologiquement et par rapport à l'histoire du travail. Ces 2 journées de travail, c'est la première matinée consiste à se connaître, qui travaille où, sur quoi et avec quels moyens. Et c'est à partir de là que des possibilités de réseaux concrets pourront être mises en œuvre. Donc cette matinée, c'est une présentation, voilà, à partir de 4 exemples. Ça, vous l'avez compris en lisant le programme, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant d'investiguer, c'est à partir de quel support chacune des organisations travaille et quels sont les outils utilisés et qui permettraient éventuellement d'être dupliqués dans les autres organisations de travail que vous représentez. À travers dans ces 4 exemples, on a vraiment des modes d'organisation très différents. On a des organisations avec 2700 membres, d'autres où il y en a 700, d'autres organisations, c'est une liste
de signataires. Donc on va voir comment est-ce que on peut trouver des modes communs qui permettraient de travailler ensemble. Je vais donner la parole à Anne-Lynn en premier. Anne-Lynn, c'est à vous. So I'm Anne-Lynn Lemmens. I used to be the coordinator of engagement arts development. I say used to be because we lost our content. So I think the word to contextualize this, that our way of working has changed with that. And maybe also to contextualize myself a little bit. So I went to an art school myself, a theater school in Brussels, basically. And after that, I was quite frustrated about many things that I saw. I think there's a big issue with gender balance in the arts, but not only that, there is several structural issues that allow certain behaviors to take place. So I then became, after a while, the coordinator of engagement after having concentrated on issues within art schools. And then a bit of context about engagement. So we started as a very grassroots organization, guided by only artists themselves. And first of all, it was without funding. So it was really a gathering of people feeling the same need to change something. And then the famous Jan Faber case came out, who I'm sure is not unknown here. And then the government noticed the issue as well, because there was this big case coming out. And then there was a grant, a fund for 3 years, part of an action plan. And that has not been continued because there is now a different Minister of Culture with a different agenda, different ideas, and it has not been renewed, which puts us in a position of, okay, we had time to grow and time to become more professional. And now what? So it's a bit of a strange situation. What we normally do, or what we used to do, and now still are trying to do. So basically, we receive quite a lot of testimonies from people in the arts that have experienced Shitty stuff, and very often related to gender, but not only. Like, as we know, these things often come together with racist issues, classist issues, and I think it also really shows that I think that what we see is that there is a very informal culture in the arts, and from the outside seems very horizontal, but in the end there is clearly a verticality and an inequality in status, in security, in power, and the fact that these things are not made transparent partly roots to the problem. Vous existez depuis 2017, yes. C'est ça? Yeah. Et donc, vous avez aussi une somme importante d'outils à disposition sur le net. Des guidelines, vous avez fait beaucoup de choses. Oui. Et c'est resté, enfin voilà, ça n'a pas fait l'objet de financement complémentaire. D'accord. Merci. Si vous voulez bien, on va passer la parole maintenant à nos amis d'Oslo, à Ina, dont l'organisme existe depuis 1921 quand même. Là, on est sous un autre registre d'organisation. Je vous laisse la parole, Ina. Okay, so my name is Ina Hagen. I'm a visual artist based in Oslo. And a writer. I'm here representing an organization called UKS, for short. Young Artists Association is the English name. It's an organization that has existed since 1921, so we're more than 100 years old. And it's an organization that organizes professional artists nationally in Norway. It's the biggest organization under the National Union for artists in Norway, called Norwegian Visual Artists. Yeah, so
just to maybe briefly say something about the context that we work in, I wanted to maybe highlight a few things historically, because when the organization was started by artists for artists in 1921, the kind of focus was to provide exhibition opportunities and to address directly labor conditions at the time. But it wasn't really until the 30s, like the interwar period, where Norwegian society under labor government crystallized or put in place a system where labor unions generally in society were part of negotiation directly with the state. And that system is still in place and has been in place continuously in Norway until today. So this is, I think, an essential point about how we can work the way we work, is that labor union negotiation with the state is kind of embedded in the social democratic system. That is the way we politically are organized. And then UKS was organized as a union specifically, which is how we're organized today since the 1960s. And I wanted to highlight one exhibition because I think it's an interesting and an important example. In 1974, there was an exhibition about artists' living conditions in Norway after a survey was done. And this is also an important tool, I think, for us, is understanding how we use statistics and surveys and understanding for having the knowledge, gathering knowledge, and then sharing it through exhibition form and other forms. But after that exhibition in 74, there was a huge cross-disciplinary manifestation movement in solidarity between all of the artist groups that then really changed how the structure of support for artists in Norway looked, introducing grants like wages. And so today we kind of jump to today, we work quite broadly with artists living and working conditions nationally, and specifically with a focus on identifying the way that young artists have a different kind of vulnerability, let's say, in their professional lives than more established artists. Like understanding that intersection between establishing yourself in the field and general kind of living and working challenges that we face as artists. And just to quickly say that in the 6 years that I've been working in the board, because we're organized as a board, and we have members, we have almost 700 members, which makes us the largest organization under the umbrella union. We are democratically elected, so for 2 years at a time. So there's a system in place to elect us. And the board works on political lobby and influence work and strategical work for the political work that we do, but we also run an exhibition space that has an open call that is juried again by the board. So to just highlight a couple of things that I've personally worked on in those years is to introduce a system of reporting for power abuse and harassment cases. I've been involved in artist housing issues of infrastructure generally, but artist housing specifically. And we've established an organization called the Artist Housing Association in Norway. And how, together with a recent organization that I want to highlight called Verdensrommet, the universe, I guess is the translation of that, working on immigration policy. So how artists from outside of the EU can continue to work and stay in Norway. But the kind of baseline remit of the organization is to protect the economic, social, and ideal rights of artists, and make sure that anyone can work and continue to work as artists
regardless of social and economic background. Alors, merci beaucoup. Il y a une dimension qui est tout à fait déterminante dans la position de l'artiste en Europe. C'est le statut de l'artiste, le statut professionnel de l'artiste qui est très différent d'un pays à l'autre et qui conditionne sa façon d'être au monde, et c'est extrêmement important. Est-ce que vous pouvez dire ce qu'il en est en Norvège? Est-ce qu'il y a un statut juridique associé au métier d'artiste? Yes, if I understand you correctly. So most artists in Norway are organized as self-employed, which, you know, is one of the challenges of the union is precisely that this, what we called like a lappeteppe-økonomy. Sorry, I do this in Norwegian normally, so it takes me maybe a minute, but this patchwork economy and a lot of unregularized working conditions that we're in all the time, which makes the tools that the labor union has at its disposal traditionally slip away from us in some ways, but precisely addressing and highlighting and making sure that all parts of government and all organizations that we are in contact with know and understand that this is our condition is part of the work that we do constantly. On reviendra là-dessus parce que c'est vraiment très important. Et je vous ai pas posé la question pour la Belgique, ouais, pardon. Yeah, I think similarly that there is the independence status of the artist, which of course comes with a certain precarity. There is sort of a structure in which is called the artist status, in which allows you not to work all the time, in a sense that you can have a project, do that project, and then in between projects you get a sort of, let's call it a basic survival income, which is rather low but livable. But to I quickly finished that last thing. To apply to that status, you need to prove that you have done enough to be an artist. But again, that is is actually quite a privileged position to end up into, and it's not so accessible. And maybe if I can make the bridge to the work that we do, is I think it's part of that precarity, that's insecurity of contract, etc. That certain power abuses are much easier to have at play because there's competition. If I don't manage to finish this project, someone else will do it. So there's a lot of extra precarity that has a very big gender-related issue, but not only, it's the precarity of contracts. For the status, a membership in a union is one of those ways that it's quite regular to prove to funders, to prove in various ways that you have a status as a professional working artist is through a membership. On donne la parole à Ramaya qui va nous expliquer le groupe, comment agit le groupe d'action pour la rémunération des artistes, le groupe Garage. Je vous laisse la parole, Ramaya. Bonjour. Du coup, moi c'est Ramaya. Je viens de Genève, en Suisse, et je suis artiste. Et je parle aujourd'hui pour le groupe Garage, qui est le groupe d'action pour la rémunération des artistes à Genève. Mais dans la pièce, il y a une autre personne de Garage qui est Camille Dumont, qui vient parler pour Visarté plus tard. Et il y a aussi Tiffany Blanc qui est là-bas, qui va parler pour une autre association dans laquelle je fais partie et qui en fait a aussi aidé la fondation de Garage. Donc en fait, c'est un peu, on est tous un peu partout, enfin on fait plein de choses. Et Garage, on est vraiment ça a vraiment rien à, enfin on est vraiment un très petit groupe, on est 8 et à la base ça a été fondé en 2018 à l'initiative d'un autre collectif que je fais partie avec Tiffany qui s'appelle Wages for Wages Against.
qui va être présentée aujourd'hui ou demain, et par Tiffany. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé une campagne pour la rémunération des artistes en Suisse, et parce que l'association suisse des artistes Visarte ne faisait pas grand-chose pour que les artistes soient payés. Okay, mais du coup, un des projets qui a été monté, ça a été de lancer un groupe à Genève, parce qu'on nous a dit, on a été voir Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la culture. Et cette fondation nous a dit, il faut que vous allez dans les villes et les cantons pour commencer parce que, enfin, comment expliquer, c'est une fédération, la Suisse, et pour faire changer les choses, il faut aller dans chaque ville et dans chaque canton. Donc, comme je venais de Genève, on a décidé de lancer un groupe à Genève. Donc, on a fait une réunion et on a demandé à tous les artistes à Genève de venir, et beaucoup sont venus, et on a proposé un texte pour une lettre ouverte qui demandait aux autorités genevoises de forcer les institutions à payer les artistes à travers les subventions. Et on a fait ce projet de lettre ouverte qui a marché, qui a eu beaucoup d'attention médiatique et qui a eu beaucoup de signatures et qui a permis le lancement de ce groupe. Et aussi, en fait, c'est un exemple qu'on a pris du Fonds Mondrian qui en Hollande, qui qui donnait de l'argent aux institutions et aux projets que si les artistes étaient rémunérés. Et on s'est inspiré de ça pour notre lettre ouverte pour demander la même chose en Suisse. Donc, on a été entendu par les autorités et on a fait quelques réunions, notamment avec tous les directeurs d'institutions à Genève et les personnes dans les différentes communes et autorités. Enfin voilà, et ça a mené à que le canton nous demande de faire une enquête sur les conditions de vie, conditions de travail et les conditions de vie des artistes et leur statut, comment ça marche pour eux, quoi. Donc c'était pas nous ça nous a été demandé. En fait, il y avait déjà d'autres enquêtes qui avaient été faites en Suisse, et notre enquête qui était seulement sur notre région a montré que les conditions étaient encore pires que l'enquête suisse. Et du coup, en fait, l'État et la ville de Genève avaient besoin de cette enquête pour pouvoir continuer le travail. Et ils ne comprenaient pas comment on pouvait vivre avec si peu d'argent. Donc nous, ce qu'on demandait, c'était du coup l'instauration d'une rémunération systématique des artistes à Genève en forçant les institutions, mais c'est quelque chose qui a été un peu difficile à mettre en place parce que quand on travaille avec l'État et la ville, et surtout en Suisse, c'est dur de forcer les gens, c'est dur de faire des choses. Il faut que tout soit dans le consensus, tout se passe doucement. Donc, alors, du coup, nous, ce qu'on a réussi à mettre en place dans la deuxième étape, c'était parce que si on demande à être payé, on ne sait pas combien il faut être payé. Ça a toujours été le problème. Donc, on a proposé avec aussi deux autres collectifs qui s'appellent Rosa Brux et La Bovart de travailler sur un barème de rémunération et sur un contrat modèle à utiliser pour une exposition ou un projet artistique. Voilà, donc ces deux outils sont finis. Ils sont prêts, ils sont même dans un site internet, mais qui n'est pas public parce qu'en fait, on attend encore comme on doit travailler avec la ville et l'État de Genève, on est à leur rythme et en fait, tout doit être validé par eux et du coup, ça fait 1 an que le projet est fini et qu'on attend qu'il sorte. Et il y a un deuxième aspect de Garage qui en fait est survenu après cette enquête où on s'est rendu compte que les artistes avaient absolument aucune information sur comment gérer leurs pratiques d'une manière administrative ou juste d'une manière organisationnelle. Et donc on a lancé une série d'ateliers depuis 2 ans, c'était 2 ans pour en fait accompagner et donner des outils, que ce soit la compta, les différents statuts possibles. Peut-être que j'explique après les statuts et voilà. Tristement, nous arrivons peut-être à la fin de Garage. Il y a eu un peu un shift vers Visarte, peut-être qui va être expliqué demain. Donc le barème et le contrat modèle va être géré par Visarte et le lancement et tout ça. Est-ce que je parle du statut des artistes en Suisse? Donc, il n'y a pas de statut spécifique comme en Belgique ou en France. En France, il y a
artiste-auteur et intermittent du spectacle. En Suisse, il n'y a pas ça. Il y a, en effet, nous, on dit indépendant ou comme auto-entrepreneur. Et moi, personnellement, j'ai une association et c'est un modèle qu'on essaye de vraiment promouvoir avec Garage et avec Visarté par la suite. Parce que, en effet, la plupart des artistes n'ont soit pas vraiment de statut, donc ils reçoivent de l'argent, des petits peut-être montants, 200, 300 francs par-ci, et ne déclarent pas ça nulle part, ou ils sont indépendants, et voilà. Donc l'idée, c'est de vraiment promouvoir le statut de presque intermittent, comme ici en France, pour en fait avoir une sorte de continuité du revenu. C'est à travers du coup le système du chômage en Suisse qu'on peut faire ça. Merci beaucoup, Ramaya. Alors, il y a un certain nombre de points que vous évoquez tous dans un ordre différent, mais qui font que vous êtes impactés par les mêmes choses sur le plan économique, sur le plan des politiques publiques et sur le plan du Code du travail, qui en fait délimite la spécificité votre spécificité comme travailleur de l'art. Donc si vous le connaissez bien, on reviendra à la fin de cette matinée, mais auparavant, on va laisser la parole à Hi, hello, thank you. I feel like the BBK, which I'm representing, is something like in between. I myself, I'm an art worker. I studied in a time where the male-dominated genius was considered as a state of the art, and facing all this gender show gap, gender pay gap myself, I somehow noticed that if I really want to change something in the system, I have to engage myself. And that's why I started to become a board member of the BBK. And I consider this part of my artistic practice, because I think it's so important that some people have the time and the power that they deal with that. Yes, and the BBK exists now since 1950, so 73 years. It was funded by artists, now famous artists like Hannah Höch. She was suffering from old age poverty at the time. But these artists, they called for the foundation of a professional association for artists in Berlin and published a memorandum that was called Art in Need. And it was written to show the drastic social situation of artists in Berlin. And that was the basis for the association's work. And since, I think, 1955, 1958, and 2008, workshops were part of the BBK. I will explain that later, because the BBK is also run by a board, and the board is elected every 2 years. It consists of 2 spokespersons and 5 other members. I'm one of the 2 spokespersons now. And the BBK also is a shareholder of 2 non-profit subsidiaries. It's called the Kulturweb, that has all the workshops, and the Bildungswerk, that is due to professionalization programs for artists. We are financed, the BBK is independent. We are funded only by our memberships. But our 2 non-profit subsidiaries, they're financed by the Senate of the City of Berlin. The first subsidiary, the Kulturwerk, is offering all kinds of workshops, like printing workshops, sculpture workshops, media workshop, art and public space office. Yes, and the other subsidiary, the professionalization program, is there to provide artists with support of strategic, technology-based and digital development, so that they get all tools that they need to cope with or master their everyday tasks as an entrepreneur. And this includes, for example, tax skills, legal advices, presentation and communication skills. The primary goal of our BBK is to create a good framework and good conditions for artists and to make possible for them to work without any constraints of conformity or commercialization and no restrictions to their artistic freedom. That's why we provide the infrastructure and this means of production for artistic works. We also do surveys and statistics on the
the living conditions of artists. The only thing that we don't do is we don't organize exhibitions. So we have nearly 3,000 members, so it's impossible for us to organize exhibitions. And we are also active in cultural policy. We take a position on issues concerning all working conditions and positions of artists in society. And we advise policymakers in the interests of artists. And one of the primary rules of BBK Berlin is that we are committed to open and transparent structures in the art world, and that we advocate on behalf of the cultural, economical, legal, and social interests of artists vis-a-vis the public and the politics. And just to point out some topics I'm working on, like Ina also did, I'm one of my main topics is the old age poverty. We're trying to set up or to deal with that topic because we are an artist association of Berlin, and Berlin is like state funded. So the federal topics, the topics dealt with the federal state of Germany. It's a bit difficult how to reach these goals there, because it's like culture is a state limited topic. So all these themes that are so important for artists, like old age poverty or mandatory fees, has to deal with the federal system in Germany, and we can only try to work with the politicians in Berlin and to somehow get on their nerves that they start dealing with the topics on this federal layer. And the other topic I'm working on is anti-discrimination and also like abuse in art field. So we are now setting up some kind of contact point or counseling center. And I'm really interested in talking about this also with you, because I felt, or in my little working group, we feel that it's very difficult in Berlin, at least, to find testimonies and also to somehow set up this group, because if you are like working in theater or other fields of culture, you might get a contract, and that makes things much more easy. But being all these precarious self-employed artists, it's very difficult to change these structures of like power play and abuse. So I'm really interested in how some of you who did that already finally managed to setting up this contact point. Yes, and another topic is, of course, that Berlin is the city of high gentrification. It's so hard to finance studios. We offer studios. We have a studio program, but to find any buildings, places where you can rent studios to offer them to artists. So just to have some numbers, because we also do these statistics, the average income in Berlin for a male artist was in the last years approximately 13,000 euros. And for female artists, it was like 10,000 euros. So still in a city like Berlin that was considered cheap for a long time, it's not possible to live on that. So that's like also one of the main problems we are dealing with. And as the BBK office is also running these advices on every topic that deals with artistic life, like visa, finances, everyday problems. And we have like nearly 3,000 members, but there are like approximately 10,000 artists in Berlin who, of course, could use our structures. But it's a topic that I also wanted to discuss. So why is becoming a union member or association member not so sexy anymore? I mean, if all artists in Berlin would become a member of our association, we could have like so much more power. And I noticed that it's slowly changing, but still, as some of my colleagues now said before, but I'm really interested in why isn't it seen as the most basic thing to become a member in any association as soon as you are working as a freelance art worker? And the last sentence, of course, we are independent because we are funded by memberships, but our subsidiaries, they get funding from the state of Berlin. And now we have we're in the process of getting a different government. So the Minister of Culture might change as well. And then the fights for funding start again. I mean, we will survive because we have this big standing in Berlin, but still, I mean, this everyday fighting with every new election period is also a thing that, I mean, it should be so, it should be considered as one of the most basic things that these structures are funded by state
That's it. That's why I think it's so important to have this European symposium, like meeting on a more higher level. And I'm so grateful and thankful that you organized this. I think it's so important to finally start connecting. Yeah, no, I just wanted to add that I think the position of engagement is a little bit different because we are not so much, well, in a way, it's of course fighting for artists' rights, but it's less let's say the professional status. It's more about the power abuse and sexism. But what I do think we have very much in common and is very, very typical, I guess, is the several levels of decision making, as also in Belgium, it's the federal state, but then we also noticed as we were funded by the Flemish government, so the northern part of the country, we couldn't really help people from the French-speaking part, as there is so much in common. And indeed, as Frauke already said, it's very important that we share ideas, but I think it would also be extremely interesting if we would organize the funding on a higher level, if there is a sort of European funding, because these are very common things. And of course, there are specificities in every country, but it's not like as we see here, it's very similar as well. Du coup, je profite de réagir à, si tu as le pied sur le pied, de réagir à ça pour vraiment appuyer le fait que un des objectifs très forts dans l'organisation de cette vers une internationale des travailleuses de l'art et au-delà, c'est vraiment de pouvoir contourner nos pays respectifs et surtout le français actuellement, qui est quand même vraiment dans une position très emmerdante. Et donc du coup, on a organisé ça parce que ce qu'on entend aussi à travers les témoignages, c'est que ce sont d'abord des projets qui viennent des travailleuses et eux-mêmes, comme pour la Buse, mais qu'il est évidemment très important de se syndiquer. Et là, je m'adresse particulièrement aux travailleuses de l'art françaises et français pour une raison très simple, ce qui est que actuellement, dans ce qui nous reste de démocratie, un syndicat peut encore avoir une action politique. On va dire, voilà, légal et passer des lois, par exemple. Yeah, so go to the union. Yeah, so go to the union, this is sexy. Et voilà. Et donc, du coup, enfin, juste pour rappeler qu'une des raisons pour lesquelles on est ensemble aujourd'hui, c'est vraiment entendre ce qui se passe au niveau européen, comprendre qu'on est forts, nombreux et tous plus ou moins sur les mêmes lignes et qu'on veut tous avoir des conditions de travail qui soient à minima respectable, enfin, ou digne, voilà, à minima digne. Et ça, c'est intéressant de voir qu'on est coordonné au niveau européen, d'autant plus que pour la plupart d'entre vous, vous faites des résidences à l'étranger, vous savez pas forcément vraiment comment ça se passe dans tel ou tel pays, donc il y a quelque chose à trouver au niveau des statuts dans la coordination. Donc bon, bref, en tout cas, pour appuyer ce que vous étiez en train de dire, un des buts vraiment de ces rencontres, c'est effectivement de se rencontrer, de travailler ensemble et de pas lâcher l'affaire après ces quelques jours, quoi. I wanted to just say something because it was about European funding or getting funding from a higher level. We get funding from the European Social Fund for our professionalization programs. I think it's the most bureaucratic funding that we ever got. So let's talk about money. I mean, starting from what do you make for making a living? So this is, I think there should be so much more transparency in ways of thinking of money, of talking about money, talking about fundings. I still don't have any solution, but I think this dependency on all these fundings is so stressful. And so it's just like not how it should be. Just wondering if I could put forward one system that we have in Norway that I think is kind of an interesting one because it collectivizes money that comes in through sales of work. So there's a tax of 5% on every art sale in Norway that goes to a collective fund that is owned by the union, and it's redistributed as grants and as an emergency fund for artists. And I think it's like if there was an international or European or even a French like system like that, I can only imagine what the turnover of funds is here. No, you have to apply to it. But as an artist, you don't necessarily have to be in the union to be granted the fund.
And it's all sales in the country, yeah. So it's sales, regardless of whether you're unionized or not. If you sell a work, then there's a 5% tax on it that goes to the fund. The 5%, who is paying? Is it the gallery or the artist? The buyer. But to this, there's also a fund for copyright on the distribution of, for instance, an image of a work, or if the work is used on television, there's a separate fund that manages the copyright fees. It's an organization that is separate from the state, but it's organized via, or it's regularized. So it's like it's a legal framework around it that's national, but the organization itself is not part of the state. C'est clair pour tout le monde? Ça va? D'accord. Avant de peut-être vous repasser la parole, je voudrais simplement faire un peu une très rapide synthèse. Alors, ce que montrent ces 4 organisations, ces 4 expériences, c'est la diversité des modes d'action et de positionnement. On a des modes d'action réactionnels et des modes d'action plus institutionnels, n'est-ce pas, contre les pays du Nord, qui est une force, ce qui doit être conjugué, et en tous les cas, il y a probablement des choses à apprendre de tous ces côtés-là. Ce que ça montre, mais ce qu'on sait par cœur, et voilà ce qu'il faut redire, c'est que les modes réactionnels sont plus précaires. C'est la précarité des modes réactionnels, mais qui sont utiles. Et l'intérêt, dans la perspective de construire une plateforme européenne, c'est de voir comment ces modes réactionnels peuvent nourrir des organisations plus installées. L'autre point que vous, qui apparaît pas forcément de manière très pensée, encore que ça le soit, c'est la question de la sécurité de l'artiste. Ça, vous avez tous parlé de ça d'une façon ou d'une autre. Le terme de pauvreté a été prononcé. Est-ce que vous êtes familier de la pyramide de Maslow? La pyramide de Maslow, c'est un psychologue qui a construit ce qui s'appelle une pyramide des besoins. Les premiers besoins étant les besoins physiologiques. C'est les besoins dont chaque individu a besoin pour se construire dans le monde. Donc, pour pouvoir vivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Boire, manger, d'accord? Le deuxième besoin, ce sont les besoins de sécurité. La sécurité personnelle, sécurité au travail, son environnement. Et après, ce sont des besoins un peu plus sophistiqués, n'est-ce pas? Alors, chacun d'entre vous a ces besoins-là, mais ce qui vraiment frappe dans l'art contemporain, c'est que c'est un secteur économique, il faut le dire, hein, d'abord d'une violence économique extrêmement élevée, et beaucoup d'entre vous en sont au deuxième niveau de la pyramide de Maslow, dans des besoins de sécurité, simplement pour exercer leur métier, une sécurité environnementale et intrinsèque à leur métier. Pour travailler avec plusieurs secteurs culturels, le régime de l'intermittence, par exemple, permet d'éloigner un peu cette menace sur la sécurité et la précarité de l'emploi. Alors, l'autre point que vous avez tous en commun, c'est la question de la perception de soi comme artiste travailleur, comme artiste, avec la question de la créativité qui est absolument dominante, et comme travailleur aussi. Voilà. Et bon, c'est l'objet de toute cette rencontre, mais c'est véritablement un point à visibiliser, quoi. C'est-à-dire qu'il faut mettre des mots autour de ça pour arriver à construire une façon d'être au monde qui ne soit pas que je suis un artiste et finalement c'est très bien. Non, je suis un artiste et par ailleurs je suis un travailleur. Et ça suppose, le terme a été employé, de travailler, de réfléchir, de partager sur l'encadrement administratif de vos métiers.
les questions de contrat, de rémunération, d'organisation collective. Ça, c'est absolument central dans la perception de soi au travail. Et bien sûr aussi, évidemment, mais ça va avec, le lien avec les pouvoirs publics, avec donc les financeurs, ça c'est un premier sujet, mais les pouvoirs publics, ça peut être le même sujet, ça ne l'est pas toujours, mais la reconnaissance par les politiques publiques de votre champ d'action est quelque chose, une préoccupation que vous partagez tous. Ce que je voulais dire simplement, c'est que votre perception d'artiste, on a l'impression que c'est en train d'évoluer, elle se complexifie et ça va dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que suffit pas de dire ça y est, je suis artiste, là là. C'est quel est l'environnement dans lequel je travaille, quelle place j'y prends et comment je me bats pour les droits de mon métier. Et donc on fait une pause jusqu'à 11h30 pour il y a du café à boire, on peut fumer de l'or je crois, et à 11h30 on reprend pour la seconde table. Merci. Sur les outils existants. Sur les outils existants. Merci à tous. Deuxième table ronde, c'est une présentation des outils existants. On continue la discussion avec Anne-Lyne que vous connaissez maintenant suite à la première table ronde, avec Tiffany Blanc de Wages for, Wages Against, dont on a un petit peu parlé lors de la table ronde précédente. Sophie Vella qui vient représenter les mots de trop, qui est un outil que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux, et avec Aurélien Catin, membre de l'Abus, qui va s'asseoir ici s'il vous plaît, et qui va nous parler donc des différents outils que la BIVS a lancés depuis 2018, donc notamment la plateforme de visibilisation des abus dans notre milieu, et également une tribune pour une rémunération en salaire à l'attention des artistes auteuristes. Et je passe le micro à Micha. Merci. Alors, nous allons travailler ensemble et présenter des outils que certaines structures ont développés. Je vous demande de conserver l'éclairage qui a été le nôtre. Faites comme vous pouvez, mais l'idée, c'est de garder en tête la question de la nécessité de la collectivisation de la sécurité et de l'encadrement administratif de vos métiers. Alors, je vais passer la parole à Tiffany Blanc. Donc, Ramaya, en fait, ce matin, a un peu introduit Wages for, Wages Against. C'est un collectif qui s'est créé en 2017 à Genève. Il est l'initiative donc de Ramaya à la base, jeune artiste qui débutait, on va dire, dans la profession à l'époque, et qui s'est rendu compte que demander à être payé pour son travail était vraiment compliqué dans le domaine des arts contemporains. Donc après un énième refus, elle a commencé à s'entretenir avec des responsables d'institutions et les tenants, enfin parmi les fondateurs de l'initiative Wage à New York. Wage, c'est une initiative en fait à New York qui se bat depuis maintenant plus de 15 ans pour la rémunération des artistes. Donc c'était un peu sur ce modèle-là que s'est fondé notre collectif Wages for, Wages Against. C'était assez intuitif au début, c'est-à-dire qu'on a commencé à soulever ces problèmes à partir de groupes de discussion avec des artistes. Donc des discussions ouvertes où chacun pouvait partager ses expériences de précarité. Et ce qui a été frappant, c'est de se rendre compte à quel point c'est des choses qui étaient très peu discutées entre nous, et à quel point aussi ça conditionnait notre travail, nos façons de vivre. Et c'est devenu assez rapidement un problème beaucoup plus partagé et global. L'autre constat, c'était que Genève, ou la Suisse en règle générale, apparaît comme un pays extrêmement bien doté en termes de moyens pour les arts contemporains, enfin l'art plastique en particulier, mais que ces problèmes en fait étaient les mêmes que dans d'autres pays d'Europe, peut-être considérés comme plus pauvres. Donc ce n'était pas une question de moyens, mais vraiment une question de problèmes systémiques. Donc partant de ce constat, on a essayé de comprendre justement
pourquoi en fait ce système se perpétuait et d'où venait cette perpétuation des systèmes d'oppression et de pauvreté dans les arts plastiques. Donc en fait, c'était à la fois une campagne, enfin c'est d'ailleurs, je parle au présent, pardon, à la fois une campagne active un combat, on va dire, qu'on a mené, mais aussi une recherche un peu plus fondamentale sur les raisons en fait qui sous-tendent ces problématiques. L'idée étant aussi de regarder ce qui se passe de manière internationale. Dès l'origine, on a essayé de connecter avec des collectifs de différents pays en Europe et de comprendre aussi comment eux fonctionnaient pour s'en inspirer. Donc pour parler peut-être plus concrètement d'outils qui ont été mis en place à travers la campagne, il y a eu des questionnaires qui ont été menés. Par exemple, quand on est invité par une institution, c'est arrivé au Centre culturel suisse à Paris, on envoyait un questionnaire à tous les artistes ayant exposé dans l'institution sur une période donnée. On remontait à 5 ans là, par exemple, pour ce cas précis, et on leur demandant quelles avaient été leurs conditions de rémunération, et on exposait ces résultats de manière anonyme dans le projet d'exposition pour lequel on était invité. Les résultats aussi ont été adressés à Pro Helvetia, donc qui est l'organe public qui finance le Centre culturel suisse, en demandant, faussement naïvement, mais pourquoi en fait toutes les personnes invitées, parce que les centres culturels suisses ne représentent pas que des artistes plasticiennes, pourquoi toutes les personnes invitées par le Centre culturel suisse étaient rémunérées, sauf les artistes plasticiens et plasticiens. Ça a énormément déplu au directeur de l'époque de l'institution et même aux curateurs et curatrices de l'exposition qui nous avaient invités. Et en fait, on a aussi compris de ces expériences, on va dire, activistes, on va dire un peu directes, que les gens prenaient ces questions très, voire trop personnellement, et qu'il était difficile d'adresser directement ces problématiques. Mais paradoxalement, la réponse de Pro Helvetia a été extrêmement réactive et directe, et ils ont inscrit ces problématiques dans leur cahier des charges des années à venir. Ouais. Donc ils ont décidé d'inscrire ça même dans leur dans leur convention avec les lieux subventionnés. Donc c'est-à-dire que les institutions doivent maintenant l'obligation de payer les artistes. C'est posé donc directement la question des barèmes, comme disait Ramaya, avec quel montant, pourquoi, parce que donc même si les choses bougeaient rapidement d'une certaine manière, beaucoup d'institutions nous disaient mais nous on paye les artistes. Quand on demandait les montants, on se rendait compte que c'était vraiment des cacahuètes. Donc il y a eu cette étape qui a été la création du groupe Garage à Genève, qui devait donc travailler à ces modèles de rémunération, les types de contrats, parce que c'est aussi une manière de socialiser des droits et d'avoir des couvertures sociales pour les artistes. Et du côté de notre collectif, on a prolongé un peu la réflexion à travers un projet éditorial dont les 2 volumes sont présents aujourd'hui sur la table, dont le 2e volume vient de paraître, et qui était en fait, alors c'était aussi la volonté de dresser ces constats et de rendre visibles tous ces combats qui ont été menés, à travers plusieurs récits. À chaque fois, c'est 6 textes de 6 personnes différentes, des témoignages, mais aussi des entretiens et une mise en commun en fait de ces réflexions. Peut-être l'actualité la plus brûlante, c'est que l'année dernière, on a gagné un prix assez prestigieux en Suisse qui s'appelle les Swiss Art Awards. Et avec ce prix, on réalise une énorme, pour le superlatif, un peu marseillais, une grosse enquête sur ce qui s'appelle How are Artists Chosen, donc comment choisit-on les artistes, sur la logique des prix et la logique de la récompense dans le système de l'art, qui est aussi un sujet un peu auquel on souhaite s'attaquer. Donc les résultats seront présentés pendant la foire de Bâle en début juin de cette année, et peut-être prolongés sous forme de publication dans un second temps. Donc voilà un peu où nous en sommes de nos outils militants. Alors voilà, merci beaucoup. Là, on a vraiment éclairé, Tiffany a éclairé la question spécifique de la rémunération des artistes, dont elle nous a dit que c'était un sujet qui était peu discuté, mais qui par ailleurs est un problème évidemment partagé par tout le monde et qui impacte l'ensemble du champ.
Anne-Lyne, est-ce que tu voudrais bien continuer? Yeah, as I said before, our focus is somewhere else. Engagement started actually, as I said before, very grassroots, in the sense that it was just people feeling the same issues, noticing the same problems, and gathering together in what was then called open meetings or open gatherings, which were in the very beginning female only. Female exclusive, donc exclusivement pour des femmes ou des personnes qui se identifient comme femmes, because of the feeling of unsafety that was there, to be able to openly talk about the issues that were experienced in the field. So these open meetings were in the very beginning week, so very often, and they were quite crowded. And of course, weekly is a lot, and I mean, people also started to feel less need to meet weekly, so it became then 2 weekly and then monthly, and that continued for a very long time. And even nowadays, we still do these open gatherings, but we do them like 3-4 times a year. But they used to be only in Brussels, and now they're in 3 different cities in Belgium. Out of these meetings also appeared certain needs and certain shared experiences. And from there was also a feeling of we need to talk about this in the field. Then there was, I think, quite an important event that came forth or that resulted from these open meetings was the reading of testimonies in an important theater in Brussels. They were anonymized, but they were very recognizable for many people. And that was actually really a bomb in the field. People were really like, okay, is this what is happening? This is really fucked up. Yeah. And then, as I said before, it's a organization by artist for artist, and it's not that people are only working for engagement. So basically, people that join these open meetings sometimes decide to engage on a more daily basis in engagements. So now we used to be around 10 people that were commonly working for it, but again, coming and going, depending of how much time they had. And then the gathering of testimonies became a tool, I think, for us, in the sense that more often we were contacted by organizations or schools that were saying that, well, we see that we have an issue. And then our task was to get information from the art students and artists, and make a sort of analysis of the issue within an organization or an art school. And of course, I mean, this is a frustrating work because very often you see the same problems. It's not like these schools are so different from each other. But then when you present your results to the people in power, there's often a lot of rejection, a lot of minimizing of the issue. So yeah, it's a lot of pressing on the same button, hoping that it does what it needs to do. And another tool that I think we have used, not enormously, but quite sometimes, were open letters. If there was a clear case that had been addressed internally or through different ways and didn't manage to get to an outcome, then there was the last resort, an open letter and discussing these things publicly. But I think it's important for engagement that going public about certain issues is the last straw. We always try first to see if there's an internal way to address things. And also has legal implications. I mean, there's always a risk of defamation, court cases, etc. So it's really a thing that we are very cautious about, but that sometimes have been the only way, and also proved their, in many cases, their success. And then maybe lastly, because I also don't want to take too much time, I don't know how we are in terms of schedule. What I think came much later, but has proven to be
our main focus now is more to focus on prevention than on reaction. We still react, of course, but we also, as we have experienced structural issues by gathering these testimonies, you also become more knowledgeable about solutions or about prevention. That result concretely in lectures, for example, in schools, workshops that we rather often do it is one in which we more analytically approach issues, in a sense that we all have a gut feeling on when something's wrong, but how can we make it more discussable in certain terms, more objective, if you will, to also be able to address it in a certain policy making. Emotions are super important in these issues, and we clearly want to focus on them as well by discussing these things in a sort of statistic way or by making them too analytical. You also go away from the personal experience, which is actually the information that you need. So I do think that we focus on that, but we do try to translate them into policy making and clear results to actually change the working environment. Yeah, and if you're interested, I mean, there's a good example of a research done by Ilse Kekire, who was actually the one that founded Engagement and who lives in Oslo now, in which she starts from these personal experiences and then to address structural issues, which is often considered not scientific enough to come to conclusions, which is a very often a sort of way to disarm certain important arguments by saying, it's not scientific what you did. Your research is not scientific because it's not quantitative enough, or so these things are, I mean, not innocent. It's important to also learn how to deal with these arguments because they are just trying to go around the problem. In conclusion, we also have published 3 zines that are on the table there. One is a fanzine for Sarah Ahmed, and then there are 2 zines which were created collectively. I would have loved to give them away, but we are a bit out of stock. Exactly. Merci, merci Aline. En tous les cas, vous avez un site internet dans lequel il y a beaucoup de ressources déjà, donc vraiment je vous encourage à aller le visiter parce que c'est très riche, ouais. Et merci de votre témoignage et de la complémentarité des 2 témoignages là qui en fait essayent d'éclairer un peu la question des leviers d'action et de la légitimité qui est certaine, mais du caractère recevable juridiquement ou pas des leviers d'action, mais ça, on pourra travailler ça de manière plus approfondie plus tard. Et c'est vraiment le moment, du coup, de passer la parole à la Buse. Donc, c'est Aurélien qui va nous expliquer un peu comment la Buse s'est saisie d'outils et continue de le faire, et dans quelles circonstances pour agir sur les points qui nous rassemblent aujourd'hui. Merci et bonjour. Bonjour à tout le monde. La BUSE, comme ça a été dit en tout début de matinée, c'est un collectif qui a aujourd'hui 5 ans à peu près et qui à l'origine était un groupe de réflexion assez ouvert sur le monde de l'art comme le monde du travail, qui fonctionnait principalement par réunion publique, par échange. Vous savez pas exactement ce qui s'est resserré sur un petit noyau aujourd'hui de 8 personnes qui assure des missions très précises que je vais détailler. Alors aujourd'hui, on fait plusieurs choses comme ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est une forme de community organizing, de mise en réseau de syndicats, de collectifs ou d'individus dans le monde de l'art qui s'intéressent aux mêmes thématiques que nous. On fait aussi des interventions en milieu scolaire, mais les 2 principales activités qui nous occupent aujourd'hui, c'est à la fois la question du statut des artistes créatrices et créateurs en France notamment, puisqu'on part de notre situation, et la question de l'amélioration des outils, de la création d'un outil ou de plusieurs outils pour améliorer le quotidien et trouver des solutions immédiates à des problématiques quotidiennes.
Et donc c'est quelque chose qui s'est mis en place assez spontanément à partir de 2019. C'est 2 chantiers, hein. Donc d'un côté un chantier sur on va dire la construction d'un statut non plus d'artiste, mais de travailleuses et travailleurs de l'art pour aller chercher des droits qui ne sont pas des droits d'artistes, qui sont des droits de travailleuses et travailleurs. Ça, c'est très important. Des droits qui permettent des garanties collectives à l'échelle de l'ensemble de la classe des travailleuses et des travailleurs. Voilà des collective rights qui dépassent le cadre de l'art. Et puis donc la deuxième chose qui s'est mise en place, c'est la création d'une plateforme qu'on appelle une plateforme de signalement des pratiques abusives, qui a pris la forme d'un formulaire sur notre site internet, sur lequel des personnes pouvaient témoigner anonymement en remplissant des critères. Voilà, j'ai été abusé sur les droits d'auteur, je pense avoir été victime de salariés déguisés, ou j'ai été victime d'une forme de harcèlement. Et nous, derrière, on les redirigeait vers les structures appropriées, que ce soit des avocats, des juristes, des syndicats, des psychologues aussi. Ça pouvait être des choses très très concrètes. Et pour terminer donc sur la présentation générale de ces 2 piliers, finalement c'est quelque chose qui, de façon empirique, a fini par ressembler aux objectifs qui sont fixés par un document fondateur du syndicalisme en France qui s'appelle la Charte d'Amiens et qui nous dit qu'il faut à la fois œuvrer à la transformation sociale, le so-called révolution, et en même temps, comme la révolution c'est pas sûr que ce soit pour demain, il faut quand même trouver des solutions. Enfin, c'est de plus en plus sûr quand même. Il faut quand même trouver des solutions aux galères que rencontrent les travailleurs et travailleurs aujourd'hui. Donc voilà, je vais présenter ces 2 outils le plus rapidement possible. Donc le premier outil sur lequel on travaille pour la transformation du statut, c'est une tribune qui en est déjà à sa 2e version et que vous pouvez trouver sur la table imprimée en français et en anglais. Et cette tribune s'appelle « Pour garantir un droit à la continuité du revenu aux travailleuses et travailleurs de l'art ». Ce que dit cette tribune en substance, c'est que le statut des artistes, créatrices et créateurs en France est plus ou moins éclaté entre différentes conditions, à la fois la condition de propriétaire intellectuel, la condition de travailleur indépendant et la condition de salarié, puisqu'au niveau de la sécurité sociale, nous avons déjà des droits de salariés pour la retraite, la maladie et les prestations familiales. L'idée, c'est donc de s'appuyer sur ce qui se fait dans la sécurité sociale et qui permet notamment d'affecter du salaire qui n'est plus attaché à la tâche ou au poste de travail, mais qui est directement un salaire qui est un droit de la personne, comme dans la retraite qui s'est construite en France. Et la tribune nous dit on peut aller chercher les droits qui nous manquent, et notamment la fameuse assurance chômage, qui est centrale dans la condition aujourd'hui des artistes-interprètes, qu'on appelle aussi les intermittents. Le principe de ces outils comme l'intermittence, qui est une assurance chômage, c'est la continuation du salaire entre les emplois, entre les contrats, ou en dehors des ventes. C'est-à-dire que c'est un salaire qui précède l'activité en quelque sorte et qui passe de la tâche ou de l'emploi à la personne. Et c'est ce principe qu'on essaye de conquérir aussi pour les créatrices et créateurs. Voilà, et très clairement, donc on va chercher, on essaye d'aller chercher ces droits à travers cette tribune qu'on fait circuler autant que possible. Et ce sont des droits qui sont communs à l'ensemble des travailleuses, des travailleurs. Et de plus en plus, l'idée, c'est d'aller vers ce droit politique au salaire, aussi pour les artistes, c'est-à-dire de rattraper notre retard en quelque sorte sur ce point. Et pour terminer donc sur la tribune, c'est un document qui a été élaboré et signé par l'Abuse, mais aussi des syndicats. Donc on essaye d'avoir cette fédération autour de cette base commune et d'aller faire pression un peu dans la veine du syndicalisme révolutionnaire, de faire pression par la base, notamment sur les pouvoirs publics, mais aussi sur des institutions sociales comme la sécurité sociale, pour faire entrer enfin les artistes créatrices et créateurs dans ces systèmes de garantie collective. Voilà pour la tribune, pour la partie transformation du statut et construction de la lutte de classe dans nos secteurs. Et puis par ailleurs, donc on a les problèmes quotidiens qui sont rencontrés et qui ne peuvent pas attendre 6 mois, 1 an, 10 ans que le statut se transforme. Et ça, c'est le but de la plateforme que je vais présenter rapidement. Donc cette plateforme, c'est un peu ce qui a motivé ces rencontres à l'origine, puisque ça a été une expérience très courte, ça a duré moins de 6 mois. Elle a été en ligne, en service, moins de 6 mois. Nous avons récolté une quinzaine de témoignages, dont une moitié concernait une même structure, une même affaire qui nous a dépassé
en termes de charge de travail et aussi de charge émotionnelle d'ailleurs. Donc c'est une plateforme qui s'adressait pas uniquement aux artistes, mais à l'ensemble des gens qui travaillent dans le monde de l'art. Et donc nous avons reçu des témoignages d'artistes, mais aussi des témoignages de salariés de structures, de stagiaires. Donc c'était assez intéressant. On savait pas quoi en faire à l'origine. On savait pas si on allait publier les témoignages, si on allait les garder pour nous et en faire une enquête statistique, si on allait se contenter de réorienter les personnes. Et puis finalement, la solution qui s'est imposée à nous, c'est de les conserver sur notre plateforme sécurisée et simplement de faire un accompagnement pour ces personnes et de les réorienter dans les cas les plus sérieux vers des organisations plus adaptées. On savait au moment de lancer la plateforme que ça serait un échec. L'idée, c'était de montrer que il y a un manque d'encadrement, il y a un manque de structures publiques, il y a un manque de législation dans nos secteurs, et que c'est un pauvre groupe comme le nôtre, sans moyens et quasiment bénévole, qui est obligé de faire ce boulot au prix de sa sécurité juridique. Sécurité juridique qui n'a pas manqué d'être mise à mal, puisque nous avons été attaqués pour diffamation publique par une structure qui s'appelle le FRAC Champagne-Ardenne. C'est public, il n'y a pas de problème. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette structure a fait de la communication sur ses pratiques vertueuses en disant nous soutenons l'abuse, c'est merveilleux ce genre d'initiative. Et au même moment, 2 jours après, on a commencé à recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 témoignages de salariés et anciens salariés de cette structure qui nous disaient c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ce qui se passe n'est pas du tout ce qui est affiché. Donc on a été obligé de se positionner publiquement à un moment et de demander au FRAC Champagne-Ardenne de ne plus nous utiliser dans sa communication institutionnelle. Et comme on insinuait dans notre message public qu'il pouvait y avoir des problèmes dans cette structure, nous avons été attaqués par la structure en question. Le FRAC Champagne-Ardenne donc ce sont des structures associatives, les FRAC également, est présidé par était présidé par Vitalie Tétinger, qui est l'héritière d'une grande maison de Champagne, donc une espèce de puissance économique locale qui nous a mis sur le dos son avocat parisien. Voilà. Pour la petite histoire, cet avocat donc, qui nous attaquait en nous disant il n'y a pas de harcèlement FRAC, prouvez-le, et l'homme qui a défendu, le premier homme qui a été visé par Balance ton port. On a tenu bon. L'objectif du FRAC, c'était de récupérer les témoignages, de savoir qui avait parlé et aussi de nous faire reculer. On a tenu bon et on avait un très bon avocat qu'on peut saluer, Alexis Fournol, maître Alexis Fournol. Big up Alexis. Et donc on avait une très bonne défense. On a eu très peur. Hein. On nous demandait 10 000 € de dommages d'intérêt, des trucs incroyables. Enfin, ça aurait ruiné l'association. On a tenu le coup et on se défendait pas mal jusqu'à ce qu'il se passe un drame du côté du FRAC Champagne-Ardenne. Nous, on était prêts à aller au procès et à se défendre jusqu'au bout. Or, une des personnes qui avait témoigné sur notre plateforme, qui était une personne en grande situation de souffrance, ça a fini par mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Ce qui a poussé le conseil d'administration du FRAC a retiré son assignation. Le procès donc n'a pas eu lieu, mais voilà, il faut savoir que quand on se lance dans de telles initiatives, derrière l'impact psychologique sur un petit collectif comme le nôtre peut être très lourd, parce qu'on ne peut pas s'empêcher évidemment dans un cas comme celui-ci de se sentir coupable et de se dire qu'on n'a pas fait assez. Et pour conclure, en ce qui me concerne, aujourd'hui donc cet outil est suspendu. Une des choses qui sont à l'origine de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de relancer l'outil, mais cette fois avec une gestion par une constellation d'organisations et quelque chose de beaucoup plus robuste pour prendre en charge des cas comme celui-ci. Merci beaucoup Aurélien. Vraiment là on touche un sujet extrêmement sensible, hein, qui est celui véritablement des conditions de travail et comment d'horribles conditions de travail peuvent générer tellement de souffrance. Et pour la petite histoire, nous sommes en accompagnement d'équipe avec ma collègue psychologue chez la voisine d'à côté, quoi. Voilà, aussi la même structure, le même modèle de structure, labellisé par l'État, mais c'est 3 villes à côté. Tout ça pour dire qu'il y a des critères systémiques
dans le ressenti au travail et qu'il faut absolument pas les nier. Voilà. Et c'est le moment de donner la parole à Sophie pour justement évaluer comment, au moment de la formation, l'environnement dans lequel vous allez travailler et dans lequel vous étudiez est une variante importante de la façon dont vous vivez. Oui, donc c'est un peu dur de... Je vais prendre la suite après, souvent un peu dur avec malheureusement pas un ton beaucoup plus joyeux, mais je vais essayer aussi de partager des bonnes nouvelles parce qu'il y en a, même si elles sont moindres. Donc moi je suis Sophie, je suis une des fondatrices du collectif et projet Les Mots de Trop. Pour me contextualiser un peu, moi je suis encore étudiante aux Beaux-Arts, je suis en 5e année, donc plus pour longtemps. Et donc Les Mots de Trop, c'est un collectif qui s'est fondé fin 2019, un peu comme Engagement. On était 3 au départ. C'était vraiment 3 copines qui avaient un prof problématique et qui se sont dit on en a marre, on va faire quelque chose. Donc vraiment la base, c'est comme pour beaucoup d'entre nous ici, je pense, c'est de la colère et ne plus savoir quoi faire face à des situations auxquelles on est confronté. Donc nous, on s'éloigne un peu là du champ des conditions de travail puisqu'on est vraiment dans les conditions d'études et nous, c'est spécifiquement sur les discriminations de tout type. On ne fait pas de différence. Voilà, on met vraiment de l'importance sur l'aspect systémique et l'intersectionnalité. Donc, en fait, nous, on a commencé une récolte de témoignages donc fin 2019 dans notre école. Parce que donc on avait cet enseignant qui nous posait problème et en commençant à récolter les témoignages, on s'est rendu compte que chaque option, chaque classe avait un peu sa bête noire en termes de prof et en fait on s'est dit bon, plutôt que de juste faire pression pour faire partir ce prof, on va faire quelque chose de plus grand et donc on a ouvert un formulaire, enfin une plateforme d'appel à témoignages début 2020. Donc cette plateforme en fait elle était sans limite de lieu et d'école. Donc nous on était, je n'ai pas précisé, aux Beaux-Arts de Rennes. Enfin moi je suis toujours aux Beaux-Arts de Rennes. Et elle s'attardait sur quelque chose de précis, c'est qu'on demandait en fait nous on voulait s'attarder sur ce qu'on appelle les micro-agressions, non pas parce qu'on les minimise par rapport aux autres agressions, mais parce qu'elles sont minimisées de l'extérieur, c'est-à-dire toutes ces phrases qui sont considérées comme des blagues ou un truc générationnel ou voilà quelque chose qui est pas grave. Donc c'est pas du tout pour faire une hiérarchie. Donc j'assiste bien là-dessus, on hiérarchise pas les types d'agressions, mais non, on avait envie de se baser sur ce type-là. Le formulaire est ouvert depuis, donc ça va faire 3 ans et nous, contrairement à la Buse, on l'a pas fermé, ce qui est pas forcément la meilleure solution. Il est toujours ouvert et aujourd'hui on a reçu presque 500 témoignages. Et donc de ces témoignages, nous, quand on a ouvert l'appel à témoignages, on savait déjà quelle forme ça allait prendre, c'est-à-dire qu'on voulait faire des affiches. Bon, c'est un peu compliqué de décrire les affiches, mais j'ai quand même essayé de le faire, enfin de dire le principe. En fait, du coup, on avait ces phrases courtes généralement qu'on avait reçues, et on voulait faire des affiches pour que ces propos soient vraiment mis en immense sur les murs de nos écoles. Donc à la fois pour que les personnes qui sont victimes ne se rendent pas forcément compte qu'elles sont victimes puisqu'on leur dit que c'est des blagues, se sentent entendues et voient qu'elles sont pas seules et se sentent concernées. Et aussi l'autre penchant de ça, c'était que les personnes qui disent ces phrases, ils soient confrontés. Et en fait, on a eu des retours de personnes. Enfin, moi j'ai un prof qui m'a dit, en fait, j'ai vu un truc, je me souviens, c'est moi qui l'ai dit. Je n'avais jamais réalisé que ça pouvait être mal pris. Et en fait, c'était aussi que les agresseuses soient confrontées à ces phrases-là et des fois et se rendent compte du coup hors contexte que, enfin, des fois, enfin, cet enseignant-là m'avait dit en revoyant cette phrase, je me dis mais comment j'ai pu dire ça alors que en le voyant hors de son contexte, je me rends compte que c'est aberrant. Et donc c'était vraiment aussi confronté et amené à se questionner les personnes qui sont qui tiennent ces propos. Et du coup, pour revenir plus globalement donc, sur le travail qu'on mène, ah oui, j'ai pas dit, on est 7 aujourd'hui dans le collectif, en fait, pour faire un petit historique. Donc, il y a eu toute cette campagne d'affichage qui a été publiée en juin 2020.
Donc à la base, c'était 10 séries de 4 affiches. Donc nous, il y a quelque chose d'assez important dans notre collectif, c'est qu'on crée des outils qui sont gratuits et qui sont accessibles au maximum. Et donc ces affiches, elles ont été publiées sur un site où elles sont toutes en téléchargement libre dans des moyens simples, c'est-à-dire que c'est du noir et blanc, c'est du A4 ou A3 pour que tout le monde puisse s'en emparer. Je m'attarde sur ce truc de ces plusieurs affiches qui en forment une parce qu'en fait, on avait vraiment envie de montrer donc l'intersectionnalité et que quelqu'un ne puisse pas imprimer seulement des choses qui touchent au sexisme tout en continuant à avoir des comportements racistes, par exemple. Et aussi sur les témoignages. Donc tous les témoignages sont anonymes, mais par contre, on cite l'école dont proviennent les témoignages. Et c'était aussi pour éviter que soit une école se fasse complètement lyncher, comme si le projet ne s'attardait que sur elle, ou pour éviter que des gens n'impriment rien qui provient de leur école et puissent dire « Ah, regardez, c'est ailleurs », puisqu'en fait, forcément, on en a au moins 4 différentes sur un seul poster. Donc c'est cette campagne d'affichage qui a continué à évoluer. On a continué à publier des témoignages. Aujourd'hui, il y a 100 témoignages qui ont été portés en affiche. Mais ça s'est un peu mis en pause puisqu'on est passé à une deuxième étape de production d'outils qui a été de publier en fait un guide un peu guide pratique pour étudiantes en détresse. Donc on a publié là en janvier. Parce qu'en fait l'idée c'est qu'on continuait et on continue de recevoir des témoignages et au bout d'un moment on s'est dit on va pas faire des témoignages pour toujours, il faut qu'on fasse quelque chose qui sert. Je pense que ça sert aussi ces affiches, mais qui sont un vrai levier. Et en fait, dès le départ, quand on a publié le site au départ, il y avait déjà dessus, en format très réduit, un petit guide bibliographique, donc avec des ressources de BD, de podcasts pour s'informer sur les questions discriminatoires. Et un guide, donc c'était vraiment 2 feuilles, je pense, c'était tout petit au départ, avec quelques ressources juridiques, un petit rappel de la loi et des noms d'assos à contacter si besoin. Et donc ce guide, c'était un peu je sais pas, peut-être aujourd'hui on pourrait dire l'aboutissement, mais en tout cas l'étape au-dessus qui permettait de réunir à la fois les témoignages reçus, des ressources vraiment plus poussées, avec aussi quelque chose qu'il n'y avait pas au départ, mais des ressources de syndicats et de collectifs de travailleuses de l'art, ce qui n'était pas du tout le cas au départ, et aussi des témoignages et des récits d'autres collectifs militants en école d'art, quel que soit leur champ d'action. C'est-à-dire qu'il y a 6 collectifs qui ont partagé des récits et ça va de faire une campagne pour l'utilisation de l'écriture inclusive jusqu'à emmurer le bureau d'un directeur. Donc c'est vraiment montrer différents champs d'action pour aussi un peu donner de l'inspiration et de la force. Donc voilà, ça c'est un peu la bonne nouvelle, c'est qu'après ces témoignages horribles, il y a quand même des témoignages positifs de groupes militants. Et une autre partie importante du guide, donc le guide, j'en ai amené quelques exemplaires, c'est pareil, on n'en a pas beaucoup, du coup ceux qui sont là vous pouvez les prendre, mais il y en a que 5, donc battez-vous. Du coup une autre partie qui est vraiment importante, c'est la partie statistique. En fait on s'est rendu compte que comme d'autres personnes l'ont dit avant, souvent c'est pas pris au sérieux parce que c'est juste des témoignages et c'est juste des personnes qui parlent, et on s'est rendu compte que malheureusement les chiffres sont beaucoup plus écoutés que les voix, et donc grâce aux témoignages qu'on avait reçus au bout de 2 ans de collecte, on a fait des statistiques sur leur provenance, où on a reçu de presque toutes les écoles d'art publiques en France, mais on a aussi reçu des témoignages en Belgique et en Suisse. Donc voilà, c'est aller bien plus loin que notre école au départ. Et quelque chose qu'on appuie aussi, c'est le contexte dans lequel se passent ces témoignages. Et en fait, nous, ce qui nous tient à cœur aussi avec ce collectif, c'est de critiquer la pédagogie des beaux-arts, pour le dire très vite. C'est qu'on pense qu'il y a ça a des points positifs, mais il y a un vrai problème à cette pédagogie du rendez-vous individuel, de la soi-disant horizontalité qui en fait n'existe pas, qui crée des situations qui peuvent être très chouettes pour certaines personnes, où on s'entend bien avec tel ou tel enseignante, et donc ça fait des choses super, mais à l'inverse, une personne qui a des comportements déplacés va avoir beaucoup plus de facilité à les mettre en place parce qu'il n'y a aucun cadre qui est posé, en fait, aucune limite. Et donc, parmi les statistiques, on montre que en fait, les témoignages qu'on a reçus proviennent pas, contrairement à d'autres
lieu d'enseignement supérieur, c'est pas des choses entre étudiants et étudiantes en soirée, mais c'est vraiment des choses en cours, pendant des examens, pendant des concours d'entrée ou et parler un peu de notre deuxième champ d'action, la même chose, deuxième méthode qui est d'accompagner du coup des victimes. Donc au début, je disais que plutôt que de faire pression vers l'administration, on a fait des affiches. C'était un peu faux parce qu'on a aussi fait pression près de l'administration. Le prof n'est plus là. Enfin, il s'est pas fait virer, mais il était déprimé, donc il est parti. Mais et donc là, pour apporter une bonne nouvelle, parmi des actions qu'on a menées, c'est toujours au Beaux-Arts de Rennes, parce qu'il se passe plein de choses super. On a collecté plus de 10 témoignages concernant un enseignant qui posait problème, et on a pu les faire remonter à l'administration, faire ouvrir une enquête et mettre à pied donc cet enseignant. Parce que comme nos témoignages sont anonymes et qu'en fait nous on met aussi un point d'honneur à la sécurité des victimes, des fois c'est compliqué de vraiment faire bouger les choses parce qu'on vient avec des témoignages anonymes. Et donc nous, notre rôle avec la masse de témoignages qu'on a reçus, c'est que là on a dit ok, on a des témoignages anonymes, mais il y en a 10, ils s'étalent sur 10 ans et ils racontent tous la même chose. Donc vous pouvez pas rien faire. Donc il y a aussi ce rôle de se porter témoin en tant que collectif à la place des victimes pour aller porter cette harmonie. Et du coup, peut-être pour finir, je voulais revenir un peu donc sur la condition aussi de travail. Je pense que c'est important en tant que membre de ce collectif. En fait, du coup, maintenant, on est 7, mais on est 7 bénévoles, on est 7 étudiantes ou jeunes travailleuses de l'art. C'est donc à la fois du bénévolat et donc majoritairement du bénévolat. Donc, c'est un énorme investissement qui questionne beaucoup parce qu'en fait, le travail qu'on fait, c'est le travail qui devrait être fait par les administrations. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez récurrent, c'est que à Rennes, en tout cas, on nous a souvent demandé, donc le collectif est plus basé à Rennes, on nous a nommé sans notre accord référente en termes de discrimination, alors qu'on avait pas, c'est pas notre rôle et on n'est pas formé et pas payé. Et en plus du coup de cet investissement non financier, du coup, il y a un vrai investissement émotionnel, comme ça a été dit tout à l'heure. 500 témoignages, on est 7 à les lire. Enfin, je vous fais pas un dessin. Et à titre personnel, du coup, moi, je suis une des cofondatrices et je suis présidente de l'asso et je fais partie des personnes qui coordonnent vraiment le tout. Et en fait, j'ai dû prendre une année de pause dans mes études à cause de la pression de tout ça et à cause aussi de la pression, pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, de l'administration, parce qu'en fait, dire les choses, ça pose problème. Et moi, j'ai été confrontée en fait à une directrice qui me convoquait dans son bureau tous les 3 matins, qui me faisait des menaces quant à mon parcours scolaire, en fait. Donc ça, c'est des réalités que je pense c'est important aussi d'en parler, même si on s'éloigne un peu du collectif en tant que personne qui travaille là. Merci beaucoup pour vos témoignages et la lecture que vous faites de vos expériences. Ça apporte beaucoup de matériaux pour cet après-midi et la journée de demain. Alors, ce que je retiendrai, il y a eu vraiment beaucoup de choses de dites, en particulier dans le dernier témoignage, sur l'invisibilisation de certaines formes de maltraitance qui en fait passent sous les radars du juridique, donc qui peuvent être débattues et pas reconnues. Alors que c'est le quotidien parfois des métiers dans lesquels vous exercez. Et ce avec quoi ce serait bien que vous repartiez, parce que ça a été évoqué. C'est pas que d'un côté les émotions et de l'autre côté la statistique. C'est que les émotions sont constructives dans le cadre d'un travail quantitatif. Oui, très important de continuer de recueillir des témoignages, même si c'est véritablement sollicitant sur le plan personnel, c'est certain, parce que donner la parole, c'est visibiliser une situation, et cette situation deviendra recevable par les acteurs, les pouvoirs publics en capacité d'agir, que si elle est quantitativement marquée. Si c'est l'expérience d'un seul lieu, ça va intéresser personne, n'est-ce pas? Donc, visibiliser la question du statut et de la rémunération, visibiliser les conditions de travail pour agir,
en conservant naturellement la place des émotions, la place du quantitatif et la place du juridique, et continuer d'agir, même si c'est une position pas toujours très facile, sur ce que j'appelle sur ce qui passe sous les radars, mais qui en fait nourrit après les questions de dysfonctionnement, de maltraitance, de harcèlement et voire plus dans le cas de, par exemple, de ce qu'a évoqué l'abuse. Voilà, ça vous va? On a oublié des choses? Vous avez quelque chose que vous voulez rajouter? Oui. Alors du coup, on va faire une pause. Merci beaucoup à tous pour cette seconde table ronde. On se retrouve... Oui, je vous laisse applaudir.